Black Coffee par Agatha Christie, partie 5 du livre audio, chapitre 15. Un quart d'heure plus tard, l'inspecteur principal Japp, secondé par le jeune agent Johnson, en avait terminé de son inspection préliminaire de la pièce. Entre deux âges, jovial, rougeaud, court sur pattes et le verbe haut, Japp se remémorait présentement le bon vieux temps en compagnie de Poirot et de Hastings, rentré de son exil dans le jardin. « Oui, confiait-il à son agent, entre Monsieur Poirot et moi, ce piquant de prononciation à la française, il avait toujours hésité entre le monsieur et le moussiou. Entre Monsieur Poirot et moi, ça remonte à loin. Et ce n'est pas d'hier que vous m'avez entendu parler de lui. Il appartenait encore à la police belge quand nous avons travaillé pour la première fois ensemble. C'était l'affaire Abercrombie. Une histoire de faux, hein, Poirot? Nous l'avons coincé à Bruxelles, ce salopard. Ah, c'était des temps héroïques. Et le baron Altara, vous vous rappelez? Comme escroc, il se posait un peu là. Il avait filé entre les doigts de la moitié des polices d'Europe, mais on l'a épinglé à Anvers. Grâce à Monsieur Poirot, ici présent. Il se détourna de Johnson pour s'adresser à Poirot. Et puis, c'est en Angleterre qu'on s'est retrouvés, pas vrai? Vous aviez pris votre retraite, à ce moment-là, bien sûr. Vous avez résolu cette mystérieuse affaire de Styles. Vous vous souvenez? La dernière fois que nous avons collaboré ensemble, c'était il y a 2 ans, je crois bien, l'histoire de ce noble Italien à Londres. Ça fait vraiment plaisir de vous revoir. J'ai failli tomber à la renverse tout à l'heure, quand j'ai reconnu votre bonne vieille bobine. Ma bobine? S'inquiéta Poirot, que l'argot anglais ne manquait jamais de dérouter. Votre bouille, mon vieux, votre tête, expliqua Japp avec un large sourire. Bon, alors, on va travailler main dans la main sur ce coup-ci. Poirot sourit. Mon cher Japp, vous connaissez mes petits travers et mes humbles faiblesses. Sacré vieux filou, s'attendrit le policier en décochant à Poirot une bourrade amicale. Sale cachotier, va. Dites donc, cette Mrs. Amaury, à qui vous parliez quand je suis arrivé, c'est un joli petit lot. La femme de Richard Amaury, je suppose. Je parie que vous ne vous ennuyez pas, vieille fripouille. L'inspecteur émit un rire tonitruant, puis s'installa sur une chaise à côté de la table. De toute façon, poursuivit-il, c'est le genre d'affaire qui vous va comme un gant, qui convient à votre cerveau tortueux, tandis que moi, j'ai horreur des histoires d'empoisonnement. On n'a rien sur quoi s'appuyer. Il faut trouver ce que les gens ont mangé, ce qu'ils ont bu, qui a servi, et quasiment qui est venu renifler au-dessus de la nourriture. Je dois reconnaître que le docteur Graham a bien clarifié la situation. Il dit que le poison doit avoir été mis dans le café. D'après lui, une dose aussi costaud aura eu un effet quasi instantané. Bien entendu, nous saurons tout avec certitude quand nous obtiendrons le rapport d'analyse. Mais je pense que nous avons de quoi avancer. Il se remit sur ses pieds. Bon, j'en ai terminé avec cette pièce. Ce qu'il faudrait, c'est que j'aie un petit entretien avec M. Richard Amaury, et que je voie ensuite ce docteur Carelli. Ça m'a tout l'air d'être notre homme. Mais pas d'idées préconçues. Comme je me dis toujours, pas d'idées préconçues. Il se dirigea vers la porte. Vous venez, Poirot? Mais bien sûr que je vous accompagne, répondit ce dernier en le rejoignant. Le capitaine Hastings aussi, je parie, fit Japp en partant d'un grand rire. Il vous colle toujours au train comme s'il était votre ombre. Poirot jeta un regard impérieux à son ami. Je pense que Hastings préférera rester ici. Entrant dans le jeu de façon un peu trop automatique, Hastings s'empressa d'affirmer. Oui, oui, je préfère. Comme vous voudrez, fit Japp, sans même songer à dissimuler sa surprise. Poirot et lui sortirent, suivis du jeune agent. Quelques instants plus tard, Barbara Amaury, vêtue d'un corsage rose et d'un pantalon clair, rentra du jardin par la porte-fenêtre.
Ah, c'est vous, mon gros loup. Dites donc, qu'est-ce qui vient de nous débarquer comme ça en fanfare demanda-t-elle à Hastings en s'asseyant sur le canapé. La police? Oui, répondit-il. Il s'installa à côté d'elle. C'est l'inspecteur Japp de Scotland Yard. Il est allé voir votre cousin pour lui poser quelques questions. Il voudra me poser des questions, à moi aussi, vous croyez? Je ne pense pas. Mais même s'il en vient à le faire, lui assura Hastings, il n'y aura pas de quoi vous inquiéter. Oh, je ne m'inquiète pas, déclara Barbara. En fait, je trouverais même ça épatant. Mais je serais peut-être tentée de broder un peu, histoire de faire sensation. J'adore faire sensation, pas vous? Hastings parut embarrassé. Je ne sais pas. Non, je ne crois pas que j'adore faire sensation. Barbara Amaury lui coula un regard en coin. Vous m'intriguez, vous savez, affirma-t-elle. D'où diable sortez-vous? Eh bien, j'ai passé plusieurs années en Amérique du Sud, mais avant cela, je l'aurais parié, s'exclama-t-elle. Main gauche en visière sur ses yeux, elle affecta de balayer l'horizon d'un geste large. Les grands espaces. C'est pour ça que vous êtes si délicieusement vieux jeu et dépassé. Hastings parut cette fois offensé. Vous m'envoyez navré, répliqua-t-il avec raideur. Oh, mais j'adore ça, s'empressa-t-elle d'expliquer. Je vous trouve très chou, vraiment chou comme tout. Qu'entendez-vous au juste par vieux jeu? Eh bien, je suis sûre que vous croyez à toutes sortes de vieilles lunes, comme les convenances, comme ne pas mentir, sauf si on a une très bonne raison de le faire, et comme savoir avaler les couleuvres avec le sourire. Absolument, acquiesça Hastings, un peu surpris. Pas vous? Moi? Eh bien, est-ce que vous imaginez, par exemple, que je vais entretenir l'illusion selon laquelle la mort de l'oncle Claude serait un drame qui me plonge dans la plus noire des afflictions? Elle ne l'est pas, s'offusqua-t-il. Je vous adore, s'exclama-t-elle. Elle se leva et se jucha sur l'accoudoir du canapé. Pour ce qui me concerne, c'est l'événement le plus merveilleux qui pourrait survenir. Vous n'avez pas idée des conditions dans lesquelles ce vieux rapia nous faisait végéter. Elle se tut, dépassée par la véhémence de ses propres sentiments. Je ne voudrais pas que vous, commença Hastings gêné. Vous n'aimez pas la franchise? L'interrompit-elle. C'est bien ce que je pensais. Vous préféreriez que je m'habille en noir plutôt que comme ça, que je fasse d'une voix brisée l'éloge de ce pauvre oncle Claude, toujours si bon pour toute sa famille. Allons, voyons, s'exclama-t-il. Pas la peine de me mener en bateau, poursuivit-elle. Je sais bien que vous seriez comme ça, au fond, si je vous connaissais mieux. Mais moi, ce que je prétends, c'est que la vie est trop courte pour qu'on ait le temps de s'embarrasser de tous ces mensonges et tous ces faux-semblants. L'oncle Claude n'était pas bon du tout pour sa famille. Je suis sûre qu'au plus profond de notre cœur, nous sommes tous ravis et enchantés de sa mort, tante Caroline comprise. La pauvre chérie, il lui a fallu le supporter plus longtemps qu'aucun d'entre nous. Barbara se calma soudain. Quand elle reprit la parole, ce fut sur un ton plus doux. Vous savez, j'ai réfléchi. Scientifiquement parlant, tante Caroline peut très bien l'avoir empoisonnée. Cette crise cardiaque, hier soir, est vraiment très louche. Je n'y crois pas du tout. Imaginez simplement que ce refoulement de sa personnalité pendant des années ait provoqué chez tante Caroline un fantastique complexe et que... Je peux bien croire que ce soit théoriquement possible, murmura avec précaution Hastings. En revanche, ce que je me demande, c'est qui a bien pu chaparder la formule, réfléchit-elle. Tout le monde clame que c'est cet Italien, mais, personnellement, c'est Treadwell que je soupçonne. Votre majordome? Grand Dieu! Pourquoi? Parce qu'il ne s'est à aucun moment approché du cabinet de travail. Mais alors, fit Hastings ahuri. J'ai des côtés très conformistes, d'une certaine manière, avoua-t-elle. On m'a toujours appris qu'il fallait soupçonner la personne la plus invraisemblable.
C'est elle, dans les meilleures énigmes policières, qui a immanquablement fait le coup. Et Treadwell est, sans doute aucun, la personne la plus invraisemblable. À part vous, peut-être, hasarda Hastings en riant. Oh, moi! Esquissant un vague sourire, Barbara se leva et s'éloigna de lui. Comme c'est curieux. Qu'est-ce qui est curieux? Demanda Hastings en se levant à son tour. Un truc auquel je viens de penser. Mais sortons dans les jardins. J'ai horreur de moisir entre ces 4 murs. Elle se dirigea vers la porte-fenêtre. Je crains bien de ne pas pouvoir vous suivre, déplora Hastings. Pourquoi? Parce que je ne suis pas censé quitter cette pièce. Vous savez, cette pièce, comme vous dites. J'ai comme l'impression que vous faites dessus une fixation, releva Barbara. Vous vous rappelez hier au soir, nous étions tous ici, anéantis par la disparition de la formule, quand vous êtes entrés d'un pas martial pour nous faire aussitôt passer du drame planétaire à la comédie de salon, en déclarant, comme si de rien n'était, « Quelle ravissante bibliothèque, monsieur Amaury !» Avant, en bon anglais, d'enchaîner sur des considérations climatologiques. Un grand moment, votre arrivée en compagnie de cet extraordinaire personnage haut comme 3 pommes et qui affichait un air d'immense dignité. Et vous, oh, si courtois. Je reconnais que Poirot peut faire assez bizarre impression, à première vue, avoua Hastings. Et il a toutes sortes de petites manies. C'est ainsi qu'il manifeste un amour immodéré de l'ordre sous toutes ses formes. La vue d'un bibelot posé de travers, d'un grain de poussière, voire même sur une tierce personne, d'un vêtement désajusté, lui est une véritable torture. « Vous formez un tel contraste, tous les deux, » fit Barbara en riant. Poirot a un système d'investigation bien à lui, vous savez, continua Hastings. L'ordre et la méthode sont sa religion. Il professe le plus grand mépris pour les indices matériels tels que traces de pas, cendres de cigarettes. Vous voyez ce que je veux dire. Il soutient que, par eux-mêmes, ils ne sauraient jamais permettre à un détective de résoudre un problème. Le véritable travail, proclame-t-il, s'accomplit de l'intérieur. Sur quoi il tapote avec une infinie satisfaction son crâne en forme d'œuf. Les petites cellules grises, n'oubliez jamais les petites cellules grises, mon bon ami. Oh, je reconnais qu'il échoue, lui aussi, mais pas autant que vous, avec votre « quelle ravissante bibliothèque !» Mais ravissante, elle l'est, insista Hastings, quelque peu agacé. Personnellement, je ne trouve pas, dit Barbara. Elle le prit par la main et essaya de l'entraîner vers la porte-fenêtre ouverte. De toute façon, vous y êtes maintenant resté assez longtemps. Venez. Vous ne comprenez pas, fit Hastings en lui retirant sa main. J'ai promis à Poirot. Vous avez permis à monsieur Poirot de ne pas quitter cette pièce, articula-t-elle lentement. Mais pourquoi? Ça, je ne peux pas vous le dire. Ah, fit Barbara, qui resta un instant silencieuse. Puis elle changea d'attitude. Passant derrière Hastings, elle entreprit de déclamer d'une voix exagérément théâtrale. Le garçon restait planté sur le pont du navire en flammes. Je vous demande pardon. Que tous, sauf lui, avaient déserté. C'est de notre brave Félicia Hemans. Quelle poétesse! Alors, mon petit chou? Je n'arrive décidément pas à vous comprendre, déclara Hastings, exaspéré. Pourquoi vous croyez-vous obligé de le faire? Vous êtes un amour, fit Barbara en glissant son bras sous le sien. Venez, laissez-vous ensorceler. Je vous trouve irrésistible. Vous me faites marcher. Pas du tout, insista Barbara. Je suis folle de vous. Vous êtes une perle rare, une relique du passé. Elle le tira vers la porte-fenêtre et, cette fois, Hastings céda à la pression de son bras. « Vous êtes décidément une personne peu ordinaire, » balbutia-t-il. « Totalement différente des femmes que j'ai jusqu'à présent connues. »« Je suis ravie de l'entendre. C'est très bon signe, estima-t-elle,
tandis qu'il se faisait à présent face dans l'encadrement de la porte-fenêtre. Bon signe. Bien sûr. Après une telle déclaration, une fille est en droit de tout espérer. Hastings rougit jusqu'aux oreilles, et Barbara, avec un rire léger, l'entraîna dans le jardin. Chapitre 16. Après qu'ils eurent disparu sous les frondaisons, la bibliothèque ne demeura pas longtemps inoccupée. La porte du hall s'ouvrit en effet bientôt, et Miss Amory entra, portant un petit sac à ouvrage. Elle se dirigea vers le canapé, posa son sac, s'agenouilla et se mit à tâtonner entre les coussins. Tandis qu'elle était ainsi affairée, le docteur Carelli entra par l'autre porte, avec à la main son chapeau et une petite valise. Apercevant Miss Amory, il s'arrêta et marmonna un mot pour se faire pardonner son intrusion. Retrouvant soudain son aiguille à tricoter, l'auguste demoiselle se releva, le visage un rien empourpré. « J'avais perdu une aiguille, » expliqua-t-elle de façon superflue, car elle la brandissait en parlant. Elle avait glissé derrière le coussin. « Vous nous quittez, docteur Carelli ?» fit-elle en remarquant son bagage. Il posa chapeau et valise sur une chaise. « Je craindrais d'abuser de votre hospitalité en restant plus longtemps, » fit-il, mondain. Manifestement ravie, Miss Amory parvint néanmoins à faire montre de courtoisie. « Bien sûr, si tel est votre sentiment. » Puis elle se rappela les circonstances un tantinet spéciales dans lesquelles se trouvaient actuellement les occupants de la maison. « Mais je croyais qu'il restait quelques fastidieuses formalités à… » La voix indécise, elle laissa sa phrase inachevée. « Oh, tout est réglé, » lui assura-t-il. « Alors, si vous pensez devoir partir… » »« Absolument. »« Je vais faire avancer la voiture, » s'empressa d'offrir Miss Amory en se dirigeant vers la sonnette, à côté de la cheminée. « Non, non, » protesta Carelli. « Tout cela est réglé aussi. »« Mais vous avez déjà été contraint de descendre votre valise vous-même. Vraiment, ces domestiques, où est passée leur servialité, leur sens des responsabilités ?» Elle revint au canapé, s'assit et sortit un tricot de son sac. « Ils ne sont plus à ce qu'ils font, docteur Carelli. Il n'y en a pas un pour acheter l'autre et garder la tête froide. C'est un monde, non ?»« Ce n'est que trop vrai, » répondit-il à tout hasard, bouillant manifestement d'impatience et jetant des regards éloquents en direction du téléphone. Miss Amory se mit à tricoter en continuant de déverser un flot de paroles sans véritable objet. « Vous prenez le 12h15, j'imagine. Ne partez pas trop juste. Non pas que je veuille vous bousculer, loin de là. À trop presser les gens, comme j'aime à le répéter. »« Cela va de soi, » coupa net le docteur Carelli. « Mais j'ai tout mon temps, je crois. Je me demandais si je pourrais utiliser votre téléphone. » Miss Amory leva un instant les yeux. « Oh, mais bien évidemment, » acquiesça-t-elle, sans pour autant s'arrêter de tricoter ni paraître réaliser qu'il voulait peut-être appeler en privé. « Merci, » maugréa-t-il. Il se dirigea vers la table-bureau, fit ostensiblement mine de relever un numéro dans l'annuaire, puis jeta un regard impatient en direction de Miss Amory. « Je crois que votre nièce vous cherchait, » lança-t-il. Confrontée à ce renseignement, Miss Amory eut pour seule réaction de se mettre à parler de Barbara, tout en continuant imperturbablement son ouvrage. « La chère petite !» s'exclama-t-elle. « Une enfant tellement adorable. Vous savez, la vie qu'elle mène ici n'est pas rose tous les jours, et beaucoup trop monotone pour une jeune personne de son âge. Enfin, entre nous soit dit, il n'est pas impossible que la situation change du tout au tout désormais. » Elle s'arrêta quelques instants sur cette agréable pensée, avant de poursuivre. « Non pas que je n'ai pas fait tout ce que je pouvais, mais ce dont une jeune fille a besoin, c'est d'un peu de gaieté. Tout l'ultra-bris du monde ne remplacera jamais ça. » Le visage du docteur Carelli se fit l'image même de la perplexité doublée d'une dose croissante d'irritation.
L'ultra brille, ne put-il s'empêcher de demander. Oui, ultra brille, ou ultra vite, plutôt. Seigneur, je sais pourtant bien que l'ultra brille est une encaustique. Ultra vite. Il faut que je me mette cela dans la tête. Des vitamines, vous savez. C'est du moins ce qui est écrit sur la boîte. La A, la B, la C, la D. Elles y sont toutes. Sauf celle qui vous empêche d'avoir le beriberi. Mais je ne crois pas qu'on risque grand-chose de ce côté-là en Angleterre. C'est une maladie qui n'existe pas dans nos contrées. Elle vient, je crois, du décortiquage du riz dans les pays arriérés. Tout cela est tellement intéressant. J'en ai fait prendre à M. Raynor. De l'ultra-brille, j'entends. Chaque jour après le petit déjeuner. Il était palichon, le pauvre petit. J'ai essayé d'en faire prendre aussi à Lucia, mais elle n'a pas voulu. Miss Amory secoua la tête d'un air réprobateur. Et dire que quand j'étais enfant, on m'interdisait les caramels de peur qu'ils ne contiennent des vitamines. Les temps changent, voyez-vous. Les temps changent vraiment. Bien qu'il essayât de le cacher, le docteur Carelli en arrivait à présent au comble de l'exaspération. « Certes, certes, Miss Amory, commenta-t-il le plus poliment qu'il put. Il la rejoignit près du canapé et tenta une approche plus directe. « Je crois que votre nièce vous appelle. »« Elle m'appelle ? Moi ? » ?»« Oui, vous ne l'entendez pas ?» Elle tendit l'oreille. « Non, non, confessa-t-elle. Comme c'est curieux. » Elle roula son tricot. « Vous avez l'ouïe fine, docteur Carelli. La mienne n'est pourtant pas mauvaise. On m'a même souvent dit que… » Sa pelote de laine lui échappa. Carelli la lui ramassa. « Merci beaucoup, docteur. Tous les Amory entendent très bien, vous savez. » Elle se leva du canapé. Mon père avait remarquablement conservé toutes ses facultés. À 80 ans, il lisait sans lunettes. Elle laissa de nouveau tomber sa pelote, et de nouveau Carelli se baissa pour la lui ramasser. « Mille merci. Un homme remarquable, docteur Carelli. Mon père, veux-je dire. Un homme tellement remarquable. Il dormait toujours dans un lit de plumes. À baldaquin, bien évidemment, et les fenêtres de sa chambre ne devaient être ouvertes sous aucun prétexte. L'air de la nuit, affirmait-il, est on ne peut plus nocif et délétère. Hélas, lors d'une attaque de goutte, il a été soigné par une jeune femme qui insistait pour que le haut de la fenêtre à guillotine demeure entrebâillé. Mon pauvre père en est mort. » Elle laissa de nouveau tomber la pelote de laine. Cette fois, après l'avoir ramassée, le docteur Carelli la lui plaça fermement dans la main et la pilota vers la porte. Elle n'avança que lentement, sans cesser de parler. « Ces infirmières d'hôpital, je ne les aime pas du tout, » tint-elle à lui signaler. « Elles cancanent sur le compte de leurs patients, boivent beaucoup trop de thé et sèment toujours la zizanie parmi les domestiques. »« Ce n'est que trop vrai, chère mademoiselle, ce n'est que trop vrai, se hâta-t-il de renchérir en lui ouvrant la porte. « Merci beaucoup, » fit Miss Amory, tandis qu'il la propulsait hors de la pièce. Refermant la porte derrière lui, Carelli se précipita vers la table-bureau et décrocha le combiné du téléphone. Après un silence, il commença à parler à mi-voix et de façon précipitée. « Ici, Market Clive, 153. Je voudrais un numéro à Londres. Soho, 8853. Non, 53. C'est ça, hein? Vous me rappelez? Très bien. » Il raccrocha et se tint à côté du téléphone en se rongeant impatiemment les ongles. Au bout de quelques minutes, il traversa la pièce en direction du cabinet de travail de Sir Claude, ouvrit la porte et entra. À peine l'avait-il fait qu'Edward Raynor pénétra dans la bibliothèque en venant du hall. Après avoir jeté un coup d'œil circulaire dans la pièce, il se dirigea nonchalamment vers l'âtre. Au moment où il touchait le vase aux allumes-feu sur le manteau de la cheminée, Carelli ressortit du cabinet de travail. Quand il referma la porte, Raynor se retourna et le vit. « Je ne vous savais pas ici, » sursauta le secrétaire. « J'attends un coup de téléphone.
expliqua Carelli. Ah. Il y eut un silence. Puis Carelli s'enquit. Quand l'inspecteur de police est-il arrivé? Il y a une vingtaine de minutes, je crois. Vous ne l'avez pas vu? Aperçu, seulement, et de loin. C'est un homme de Scotland Yard, expliqua Raynor. Il élucidait, paraît-il, une autre affaire dans les environs. Aussi la police locale en a-t-elle profité pour faire appel à lui. C'est ce qu'il est convenu d'appeler un coup de chance, non? Commenta Carelli. Je ne le vous fais pas dire. Le téléphone sonna et Raynor se dirigea vers l'appareil. Carelli se hâta de le précéder. Ce doit être l'appel que j'attends. Il regarda Raynor. Je me demandais si vous voudriez bien, mais certainement, mon cher, assura le secrétaire. Je m'en vais de ce pas. Raynor quitta la pièce et Carelli décrocha le combiné. Allô? Fit-il à mi-voix. C'est Miguel? Oui. Non, sacré bon sang. Je n'ai pas pu. Ça a été impossible. Non, vous ne comprenez pas. Le vieux est mort hier soir. Je pars tout de suite. Japp est ici. Japp, vous savez, l'inspecteur de Scotland Yard. Non, je ne l'ai pas encore rencontré. J'espère aussi. Ce soir, 9h30, à l'endroit habituel. D'accord. Après avoir raccroché, Carelli s'en fut mettre son chapeau, empoigna sa valise et obliqua vers la porte-fenêtre. De retour du jardin, Hercule Poirot se présenta à ce moment précis sur le seuil, et les deux hommes se télescopèrent. « Je vous demande pardon », s'excusa l'Italien. « De rien », répondit Poirot, toujours courtois, mais sans pour autant lui dégager la sortie. « Si vous vouliez bien me laisser passer. »« Impossible », susurra Poirot, doucereux. « Tout à fait impossible. »« J'insiste. »« Vous ne devriez pas, » murmura Poirot avec son plus aimable sourire. Soudain, Carelli le chargea, tête baissée. Le petit détective esquissa un pas de côté et, d'un mouvement aussi vif qu'inattendu, le déséquilibra. L'Italien tomba dans les bras de Japp, qui arrivait, comme à point nommé, sur les traces de Poirot. « Tiens donc, mais que se passe-t-il ici ?» s'exclama l'inspecteur. « Ma parole, mais c'est Tonio !»« Ah !» fit Poirot avec un petit rire, en s'écartant des deux hommes. « Il me semblait bien, mon cher Japp, que vous seriez sans doute capable de donner un nom à ce monsieur. »« Je le connais comme si je l'avais fait faire, » confirma le policier. « Tonio, c'est quasiment un personnage public. »« Pas vrai, Tonio. Je parie que vous ne vous attendiez pas à la prise de Monsieur Poirot, hein? Comment appelez-vous ça, Poirot? Du jiu-jitsu? Un truc de ce genre? Pauvre vieux Tonio !»« Vous n'avez rien contre moi, » gronda Carelli, tandis que Poirot plaçait la valise de l'Italien sur la table et l'ouvrait. « Vous ne pouvez pas me retenir. »« C'est à voir, » rétorqua l'inspecteur. « Je parie que nous n'aurons plus à chercher bien loin l'homme qui a volé la formule secrète et qui a fait la peau de son proprio. » Se tournant vers Poirot, il ajouta « Le chapardage de cette formule, c'est en plein dans le style de Tonio. Et comme nous l'avons surpris en train d'essayer de filer, je ne serais pas étonné qu'il ait la marchandise avec lui, à l'heure qu'il est. »« Je suis bien d'accord avec vous, » acquiesça Poirot. Japp palpa Carelli sous toutes les coutures, cependant que Poirot fouillait la valise. « Alors » s'enquit le policier. « Rien, » répondit le détective en refermant le bagage. « Rien. Vous me voyez déçu, très cher. »« Vous vous croyez très malin, n'est-ce pas ?» gronda Carelli. « Je pourrais vous dire… » Poirot l'interrompit avec calme, mais non sans une menace au fond de la voix. « Vous pourriez peut-être, mais ce serait très maladroit. »« Comment ça ?» s'écria Carelli dans un sursaut. « Monsieur Poirot a raison, » décréta Japp. « Vous feriez mieux de la boucler. » Il se dirigea vers la porte du hall, l'ouvrit et appela. « Johnson !» Le jeune agent passa la tête. « Rassemblez-moi la famille, je vous prie. Je veux tout le monde ici. »« Très bien, monsieur, » répondit Johnson en se retirant.
Je proteste, haleta Carelli, apparemment effondré. Mais, attrapant soudain sa valise, il se rua vers la porte-fenêtre. Japp se précipita, le saisit au collet et le projeta sur le canapé tout en lui arrachant sa fameuse valise. « Personne ne vous a encore fait de mal, alors inutile de brailler !» aboya-t-il à l'intention de l'Italien, à présent maté. Poirot, cependant, s'était dirigé à petits pas vers la porte-fenêtre. « S'il vous plaît, ne partez pas tout de suite, mon bon Poirot, » le rappela Japp en posant la valise de Carelli sur la table basse. « Ce qui va suivre devrait être très intéressant. »« Oh non, Japp, mon très cher, je ne m'en vais pas, » assura Poirot. « Je ne bougerai pas d'ici. Comme vous dites, cette réunion de famille promet d'être des plus intéressantes. » Chapitre 17. Quand la famille Amaury commença à se rassembler dans la bibliothèque quelques minutes plus tard, Carelli rongeait toujours son frein sur le canapé, cependant que Poirot restait cantonné près de la porte-fenêtre. Barbara Amaury, avec Hastings sur les talons, rentra du jardin et s'en alla rejoindre Carelli sur le canapé, tandis que le capitaine se rangeait aux côtés de Poirot. « Il me serait fort utile, murmura ce dernier à son compagnon, que vous preniez note, mentalement, j'entends, de l'endroit où tous vont s'asseoir. »« Utile ? Comment cela ?» brûla aussitôt de savoir Hastings. « Psychologiquement, mon bon ami, » fut la seule réponse qu'il obtint. Quand Lucia entra dans la pièce, Hastings la regarda s'asseoir sur une chaise à droite de la table. Richard arriva avec sa tante, Miss Caroline Amaury, qui prit place sur le tabouret tandis que Richard s'installait derrière la table afin de garder un œil protecteur sur sa femme. Edward Raynor fut le dernier à venir et se positionna derrière le fauteuil. Il fut suivi dans la pièce par l'agent Johnson qui referma la porte et resta debout à proximité immédiate. Richard Amaury présenta à l'inspecteur Japp les 2 membres de sa famille qu'il n'avait pas encore rencontrés. Ma tante, Miss Caroline Amaury, et ma cousine, Miss Barbara Amaury. « Pourquoi tout ce remue-ménage, inspecteur ?» demanda cette dernière après une petite inclinaison de tête. Japp éluda la question. « Nous sommes maintenant tous là, je crois, » observa-t-il en se dirigeant vers la cheminée. Miss Amaury semblait tout à la fois tomber des nues et nourrir une certaine appréhension. « Je crains de ne pas comprendre, » souffla-t-elle à Richard. « Que fait ce monsieur ici ?» « Peut-être serait-il bon que je vous mette au courant, » répondit le jeune homme. « Tante Caroline. Et vous tous, » ajouta-t-il en regardant autour de lui. « Le docteur Graham a découvert que mon père est mort empoisonné. »« Quoi ?» s'étrangla Raynor, cependant que Miss Amaury lâchait un cri d'horreur. « Empoisonné à la scopolamine, » poursuivit Richard. Raynor eut un sursaut. « À la scopolamine ? Mais au fait, j'ai vu. » Il s'arrêta net en regardant Lucia. L'inspecteur Japp fit un pas dans sa direction. « Vous avez vu quoi, monsieur Raynor ?» Le secrétaire parut embarrassé. « Rien. Ou du moins... » Sa voix, hésitante de prime abord, s'éteignit dans un murmure indistinct. « Je suis désolé, » insista Japp, « mais il faut que je connaisse la vérité. Allons, tout le monde sait maintenant que vous taisez un renseignement. »« Ce n'est rien, je vous assure, » balbutia le secrétaire. « Il y a sans doute une explication logique. »« Une explication à quoi, monsieur Raynor ?» demanda Japp. Le secrétaire hésitait toujours. « Eh bien, j'attends. » C'est seulement que... Raynor s'interrompit de nouveau, puis sembla se décider à aller jusqu'au bout de sa phrase. « J'ai vu Mrs. Amaury verser de ces petits comprimés dans sa main. »« Quand cela ?» s'enquit Japp. « Hier soir, je sortais du cabinet de travail de Sir Claude. Les autres étaient tous affairés autour du phonographe. J'ai remarqué qu'elle prenait un tube, le tube de scopolamine, m'a-t-il semblé, et versait la plupart des comprimés dans la paume de sa main.
Puis sir Claude m'a rappelé dans son cabinet de travail pour vérifier un point de détail et... Pourquoi n'en avez-vous rien dit jusqu'à présent ? Lucia commença à parler, mais l'inspecteur la fit taire. Une minute, je vous prie, Mrs. Amory. J'aimerais d'abord entendre M. Raynor. Je n'y pensais plus du tout. C'est seulement quand M. Amory a dit, à l'instant, que sir Claude avait été empoisonné à la scopolamine, que ça m'est revenu. Je me doute bien sûr qu'il n'y a aucun rapport. C'est seulement la coïncidence qui m'a surpris. Les comprimés pouvaient fort bien ne pas être du tout de la scopolamine. C'est peut-être un des autres tubes qu'elle manipulait. Japp se tourna enfin vers Lucia. « Eh bien, madame, demanda-t-il, qu'avez-vous à opposer à cela ?» Lucia, quand elle répondit, sembla parfaitement à son aise. « Je voulais quelque chose qui me fasse dormir. » Japp s'adressa de nouveau à Raynor. « Elle a pratiquement vidé le tube, avez-vous dit ?»« C'est ce que j'ai cru voir. » Le policier se retourna vers Lucia. « Vous n'aviez pas besoin de tant de comprimés pour dormir. 1 ou 2 auraient suffi. Qu'avez-vous fait du reste ?» Elle réfléchit un moment avant de répondre. Oh, et puis non, je ne me rappelle pas. Elle était sur le point de continuer lorsque Carelli se dressa sur ses pieds, comme pour mieux cracher son venin. « Vous n'avez pas encore compris, inspecteur ? La voilà, votre meurtrière !» Scandalisée, Barbara se leva du canapé et s'éloigna de Carelli. Hastings se précipita aux côtés de la jeune fille. « La vérité, vous allez la voir, inspecteur, » poursuivit l'Italien. « Si je suis ici, c'est que j'y suis spécialement venu pour voir cette femme. Elle m'avait convoqué. Elle affirmait pouvoir s'emparer de la formule de sir Claude et se proposait de me la vendre. J'admets bien volontiers m'être adonné dans le passé à des trafics de ce genre, mais... Vous ne nous apprenez pas grand-chose. Nous le savions déjà, le coupa Japp en s'interposant entre Lucia et lui. Il se tourna vers Lucia Amory. « Qu'avez-vous à répondre à tout cela, madame ?» Lucia se dressa, le visage blême. Richard vint se placer à son côté. « Je ne permettrai pas, commença-t-il. Japp l'interrompit. « S'il vous plaît, monsieur. » Carelli reprit la parole. « Regardez cette créature. Nul d'entre vous ne sait qui elle est. Moi, si. C'est la fille de Selma Goetz, la fille d'une des plus infâmes espionnes que le monde ait connues. »« Ce n'est pas vrai, Richard !» hurla Lucia. « Ce n'est pas vrai, ne l'écoute pas !»« Je vais vous briser les os !» gronda Richard à l'intention de Carelli. Japp fit un pas dans sa direction. « Du calme, monsieur, l'admonesta-t-il. Du calme, je vous en prie. Nous devons aller au fond des choses. » Il s'adressa à Lucia. « Alors, Mrs. Amory ?» Il y eut un silence. Puis Lucia essaya de parler. « Je... » commença-t-elle. Elle regarda son mari, puis Poirot, et, désemparée, tendit une main implorante en direction du détective. « Ayez du courage, madame, » lui conseilla-t-il, « et faites-moi confiance. Dites-leur la vérité. Avouez-leur tout. Nous en sommes arrivés à un stade où plus rien ne sert de mentir. De gré ou de force, la vérité devra se faire jour. » Elle eut beau lui adresser des regards suppliants, il se borna à répéter « Courage, madame. Si, si, montrez que vous avez du cran. Et parlez. » Ayant dit, il retourna se poster près de la porte-fenêtre. Après un long silence, Lucia commença à parler d'une voix sourde, à peine audible. « C'est vrai, je suis la fille de Selma Goetz. Mais il est faux que j'ai demandé à cet homme de venir ici, ou que j'ai proposé de lui vendre la formule de sir Claude. C'est lui qui est venu me faire chanter. »« Te faire chanter ?» répéta Richard abasourdi en s'approchant d'elle. Elle se tourna vers lui et poursuivit avec fièvre. « Il m'a menacé de tout te révéler sur mes origines.
si je ne lui fournissais pas la formule. Mais je ne l'ai pas fait. Je crois qu'il a dû la voler. Il en a eu l'occasion. Il est resté seul, là-bas, dans le cabinet de travail. Et je me rends compte, maintenant, qu'il voulait que je boive la scopolamine pour me tuer de façon à ce que tout le monde croie que c'était moi qui l'avais dérobé. Il m'a presque hypnotisée pour que je... Elle s'effondra en sanglots sur l'épaule de son mari. « Lucia, ma chérie !» s'écria-t-il en l'étreignant. Puis, après avoir confié sa femme à Miss Amory, qui s'était levée et enlaçait à présent la malheureuse pour la consoler, il s'adressa à Japp. « Inspecteur, je désire vous parler en particulier. » Le policier le considéra un instant, puis fit un bref signe de tête affirmatif à Johnson. « Très bien, » acquiesça-t-il, tandis que le jeune agent ouvrait la porte pour laisser sortir Miss Amory et Lucia. Barbara et Hastings en profitèrent pour retourner dans le jardin par la porte-fenêtre. Edward Raynor, en sortant, murmura à Richard. « Navré pour vous, Amory, vraiment navré. » Lorsque Carelli prit sa valise pour suivre Raynor hors de la pièce, Japp donna ses instructions au jeune agent. « Ouvrez l'œil sur Mrs. Amory, et aussi sur le docteur Carelli. » Celui-ci se retourna au moment de franchir la porte, et Japp continua à s'adresser à son subordonné. « Que tout le monde file droit, compris ?»« Compris, monsieur, » répondit Johnson en quittant la pièce à la suite de Carelli. « Je suis au regret, monsieur Amory, » fit Japp à Richard. « Mais après ce que monsieur Raynor vient de nous dire, je suis contraint de prendre toutes les précautions. Et je veux que Monsieur Poirot reste ici pour être témoin de ce que vous avez à me révéler. » Richard s'approcha de Japp comme un homme parvenu à une décision capitale. Il prit une profonde inspiration. « Inspecteur !» clama-t-il d'un ton tranchant. « Eh bien, qu'y a-t-il » demanda Japp. « Je vous écoute. » Avec lenteur, avec fermeté, Richard répondit. « Je crois qu'il est temps pour moi de passer aux aveux. J'ai tué mon père. » Japp sourit. « Ça ne prend pas, cher monsieur. »« Que voulez-vous dire ?» s'étonna Richard. « Non, cher monsieur, » continua Japp. « Ou, si vous préférez, et pour m'exprimer dans un style qui me convient mieux à moi aussi, je ne mords pas à l'hameçon. Vous tenez beaucoup à votre épouse, à ce que je vois. C'est votre côté jeune marié, et tout est tout. Mais si vous voulez que je vous dise le fond de ma pensée, se passer la corde au cou pour une femme de peu n'est pas un bon calcul. Encore que celle-ci vaille sacrément le coup d'œil, pas d'erreur. Ça, je le reconnais bien volontiers. « Inspecteur Japp !» s'écria Richard avec colère. « Inutile de vous fâcher contre moi, » poursuivit Japp imperturbable. « Je vous ai dit la vérité vraie, sans tourner autour du pot. Et je ne doute pas que Monsieur Poirot, ici présent, vous tienne tôt ou tard le même discours. Désolé, monsieur, mais le devoir est le devoir, et un crime est un crime. Un point, c'est tout. » Et, sur un signe de tête péremptoire, il quitta la pièce. Richard se tourna vers Poirot, qui avait observé la scène depuis le canapé. « Eh bien, lui demanda-t-il, glacial, tiendrez-vous le même discours, monsieur Poirot ?» Celui-ci se leva, tira un étui à cigarette de sa poche et en sortit une. Au lieu de répondre à Richard, il posa une de ses propres questions. « Monsieur Amory, quand avez-vous pour la première fois soupçonné votre femme ?»« Je n'ai jamais... » Poirot l'interrompit en prenant une boîte d'allumettes sur la table. « S'il vous plaît, monsieur Amory, fit-il, je vous en prie, rien que la vérité. Vous l'avez soupçonné, je le sais. Vous l'avez soupçonné avant mon arrivée. C'est pourquoi vous étiez aussi impatient de me voir partir de cette maison. Ne niez pas. Il est impossible d'abuser Hercule Poirot. » Il alluma sa cigarette, reposa la boîte d'allumettes et leva la tête pour adresser un sourire à l'homme beaucoup plus grand que lui qui le dominait d'une tête. Il formait un contraste grotesque. « Vous vous trompez, » répondit Richard avec raideur. « Vous vous trompez du tout au tout. Comment pourrais-je soupçonner Lucia ? » « Eh
Et pourtant, bien sûr, il y aurait matière à vous accuser vous aussi. Vous avez eu le produit en main. Vous avez eu le café en main. Vous étiez à court d'argent et cherchiez par tous les moyens à vous en procurer. Non, on ne pourrait reprocher à personne de vous soupçonner. L'inspecteur Japp ne semble pas de cet avis, fit remarquer Richard. Oh, Japp, il raisonne comme le commun des mortels, sourit Poirot, pas comme une femme amoureuse. Une femme amoureuse, répéta Richard, éberlué. Laissez-moi vous donner une leçon de psychologie, monsieur, offrit Poirot. Sitôt après mon arrivée, votre femme est venue me supplier de rester pour découvrir l'assassin. Une femme coupable aurait-elle agi de la sorte? Vous voulez dire, commença vivement Richard. Je veux dire, le coupa Poirot, qu'avant le coucher du soleil, ce soir, vous lui demanderez pardon à 2 genoux. Qu'est-ce que vous racontez? Je raconte trop, peut-être, admit Poirot en se levant. Maintenant, monsieur, remettez-vous-en à moi. À moi, Hercule Poirot. Vous pouvez la sauver? Demanda Richard, le désespoir dans la voix. Poirot le considéra d'un air grave. J'ai engagé ma parole. Encore qu'au moment où je l'ai fait, je ne mesurais pas combien ce serait difficile. Vous voyez, le temps est très court. Il faut agir vite. Promettez-moi de faire exactement ce que je vous dirai, sans poser de questions ni créer de problèmes. C'est d'accord? D'accord, articula Richard, plutôt à contre-cœur. Bien. À présent, écoutez-moi. Ce que je suggère n'est ni compliqué ni impossible. C'est simple bon sens, en fait. Livrez vite cette maison à la police. Ils vont y débarquer en masse. Ils vont mettre leur nez partout. Pour vous-même et votre famille, ce pourrait être fort déplaisant. Je propose que vous quittiez les lieux. Livrer la maison à la police? Demanda Richard avec incrédulité. C'est ce que je propose, répéta Poirot. Bien entendu, vous devrez rester dans les parages. Mais l'hôtel local est tout à fait confortable. Réservez-y des chambres. Comme cela, vous serez à disposition quand la police voudra vous interroger tous. Et quand, selon vous, cela devrait-il se faire? Poirot lui adressa un large sourire. Mais tout de suite? Cela ne va-t-il pas sembler très bizarre? Pas du tout, assura le petit détective en souriant de nouveau. Cela apparaîtra comme une manifestation de très, de très grande sensibilité. Vous associez ce lieu à des pensées haïssables. Vous ne pouvez pas supporter d'y rester 1 heure de plus. Je vous assure, cela passera très bien. Mais, et l'inspecteur? J'arrangerai tout moi-même avec l'inspecteur Japp. Je ne vois quand même pas à quoi cela va nous avancer, persista Richard. Non, bien sûr, vous ne le voyez pas, fit Poirot avec une suffisance non dissimulée. Il haussa les épaules. Mais peu importe. Moi, Hercule Poirot, je le vois. C'est cela, et cela seul, qui importe. Il prit Richard par les épaules. Allez, faites le nécessaire. Ou, si vous ne pouvez vous y résoudre, chargez Raynor de le faire à votre place. Allez, allez. Il le poussa pratiquement jusqu'à la porte. Se retournant pour jeter au petit Belge un dernier regard angoissé, Richard quitta la pièce. « Ah, ces Anglais !» marmonna Poirot. « Quelle tête de pioche !» Il gagna le seuil de la porte-fenêtre et appela. « Mademoiselle Barbara !» Chapitre 18. En réponse à l'appel de Poirot, Barbara Amaury accourut bientôt. « Qu'y a-t-il » demanda-t-elle. « Il s'est passé du nouveau ?» Poirot lui adressa son sourire le plus enjôleur. « Non, mademoiselle, je me demandais tout au plus si vous consentiriez à vous priver de mon collaborateur et ami pour 1 minute, voire 2, le cas échéant. » La réponse de Barbara fut accompagnée d'un regard mutin. « Ah, c'est comme ça. Tout ce que vous voulez, c'est m'arracher mon choupinet. » Votre choupinet ?
mademoiselle ? Oh, juste un instant, je vous promets. Dans ce cas, c'est d'accord, monsieur Poirot. Elle se tourna vers le jardin et cria « Choupinet, votre tortionnaire vous réclame !»« Je vous remercie, » fit Poirot en plongeant dans une de ses courbettes les plus révérencieuses. Barbara repartit pour le jardin et quelques instants plus tard, Hastings, tête basse, réintégra la bibliothèque. « Eh bien, qu'avez-vous à déclarer pour votre défense ?» l'attaqua Poirot, feignant d'être fâché. Hastings esquissa un sourire contrit. « C'est bien beau de prendre un air penaud, » le réprimanda Poirot. « Comment, je vous laisse de garde ici, et je n'ai pas plutôt le dos tourné, que vous vous en allez baguenauder sous les frondaisons avec cette jeune personne, fort attrayante au demeurant, je vous l'accorde. Vous êtes généralement le plus fiable des hommes, très cher, mais dès qu'une jolie femme entre en scène, votre proverbial flegme britannique s'en retrouve cul par-dessus tête. Alors zut et flûte !» Le sourire penaud de Hastings s'évanouit pour faire place au rouge de la honte. « Vraiment, je suis confus, Poirot. Je m'étais contenté de risquer, le temps d'une seconde, quelques pas au soleil, et puis je vous ai vu par la fenêtre revenir dans la pièce. Alors j'ai estimé que mon absence n'avait plus d'importance. »« Vous avez surtout estimé préférable de m'éviter, » tonna Poirot. « Eh bien, Hastings, très cher, peut-être êtes-vous la cause de dommages irréparables. J'ai trouvé ici Carelli. Dieu seul sait ce qu'il y faisait, ou quels indices il s'ingéniait à y fausser. Je vous le répète, Poirot, je suis désolé, se confondit encore en excuses le malheureux capitaine. Absolument désolé. Si l'irréparable n'a pas été commis, nous en serons plus redevables à la chance qu'à toute autre raison. Mais maintenant, mon bon ami, le moment est venu d'utiliser nos petites cellules grises. » Mimant le geste de gifler Hastings, il donna en fait à son compagnon une petite tape amicale sur la joue. « Ouf !» s'exclama Hastings, défaillant de soulagement. « Nos petites cellules grises, dites-vous ? Bien, mettons-les donc au travail. »« Non, pas bien, » répondit Poirot. « C'est mauvais, au contraire. Obscur. » Tout, dans l'expression de son visage, trahissait l'étendue de son trouble. « Il fait noir, aussi noir que la nuit dernière. » Il réfléchit un moment, puis ajouta. « Au fait, si je crois que j'ai peut-être une idée. » « Le germe d'une idée. Oui, nous commencerons par là. » De nouveau perdu en chemin après son nouvel élan d'enthousiasme, Hastings offrait l'image même de la déroute. « De quoi diable parlez-vous » Le ton de voix de Poirot changea pour devenir grave et pensif. « Pourquoi Sir Claude est-il mort, Hastings ? Répondez-moi. Pourquoi Sir Claude est-il mort ? » Hastings écarquilla les yeux. « Mais cela, nous le savons, » s'écria-t-il. « Ah bon ? Vous en êtes vraiment sûr ? » Oui, répliqua Hastings, quelque peu hésitant. Il est mort parce qu'il a été empoisonné. » Poirot eut un geste d'impatience. « Certes, mais pourquoi a-t-il été empoisonné ?» Hastings s'abîma dans ses réflexions. Sans doute parce que le voleur s'imaginait. Poirot secoua lentement la tête pendant que Hastings poursuivait. Parce que le voleur s'imaginait qu'il avait été percé à jour. Il s'interrompit de nouveau en voyant Poirot continuer à faire non de la tête. « Supposez, Hastings, » fit Poirot dans un murmure. « Supposez seulement que le voleur n'ait rien imaginé. » « Je ne vois pas très bien, » confessa Hastings. Poirot s'éloigna, puis se retourna en levant le bras comme s'il voulait par là retenir l'attention de son ami. Enfin, il s'immobilisa et s'éclaircit la gorge. « Laissez-moi vous expliquer la suite des événements tels qu'ils auraient pu se dérouler, ou plutôt, comme je pense qu'il était prévu qu'ils se déroulassent.
Impressionné par ce subjonctif, Hastings prit la chaise près de la table et s'assit tandis que Poirot poursuivait. Sir Claude meurt un beau soir dans son fauteuil. Il alla s'asseoir dans le fauteuil en question et réfléchit un moment avant de reprendre. Oui, Sir Claude meurt un beau soir dans son fauteuil. Cette mort ne présente pas d'éléments suspects. On l'attribuera, selon toute probabilité, à un accident cardiaque. Quelques jours s'écouleront avant que l'on examine ses papiers personnels. Son testament est le seul document que l'on cherchera. Ce n'est qu'après les obsèques, normalement, que l'on s'apercevra que ses notes sur le nouvel explosif sont incomplètes. Peut-être ne saura-t-on jamais que la formule exacte avait été trouvée. Vous voyez ce que cela donne à notre voleur, Hastings. Oui, répondit à tout hasard son ami. Quoi? Demanda Poirot. Hastings prit un air hébété. Quoi? Répéta-t-il, mortifié. Une marge de sécurité. Voilà ce que cela donne au voleur. Il peut se défaire de son butin tranquillement quand il le veut. Aucune pression sur lui. Même si l'existence de la formule est connue, il aura eu tout le temps de brouiller sa piste. Évidemment, c'est une idée. Oui, j'en ai bien l'impression, commenta Hastings, point trop convaincu. Et comment, c'est une idée? Vociféra Poirot. Ne suis-je pas Hercule Poirot? Mais observons à présent où cette idée nous mène. Elle nous dit que le meurtre de Sir Claude n'a pas été effectué au petit bonheur la chance, ni au hasard du moment. Il a été prémédité. Prémédité. Vous voyez où nous sommes à présent? Non, reconnut Hastings dans un élan de vertueuse franchise. Vous savez très bien que je ne vois jamais ces choses-là. Tout ce que je suis à même de voir, c'est que nous nous trouvons actuellement, vous et moi, dans la bibliothèque de la maison de Sir Claude. C'est là mon maximum. Oui, mon tout bon. Et vous avez 1000 fois raison. Nous nous trouvons en effet dans la bibliothèque de la maison de Sir Claude. Seulement, ce n'est pas le matin, mais le soir. Les lumières viennent juste de s'éteindre. Les plans du voleur ont mal tourné. Poirot s'assit tout droit et agita son index avec emphase pour appuyer ses arguments. Sir Claude, qui, dans le cours normal des choses, n'aurait pas dû aller à son coffre avant le lendemain, a, par pur hasard, découvert la perte de sa formule. Et, comme il le dit lui-même, cet endroit est une ratière. Le voleur est pris au piège, fait comme un rat. Seulement voilà, notre voleur, qui est aussi l'assassin, connaît un détail que Sir Claude ignore. Il sait que, dans quelques instants, le savant sera à jamais réduit au silence. Il ou elle a un problème à résoudre, et un seul, tirer profit de ces quelques minutes d'obscurité pour mettre le papier en sécurité. Fermez les yeux, Hastings, comme je ferme les miens. Les lumières se sont éteintes, nous ne voyons plus rien. Mais nous pouvons entendre. Répétez-moi aussi exactement que possible les paroles de Miss Amory quand elle nous a décrit cette scène. Hastings ferma les yeux. Puis il commença à parler lentement, en faisant un effort de mémoire et en s'interrompant souvent. Des halètements, articula-t-il, ou des soupirs, si vous préférez. Poirot acquiesça de la tête. Plein de petits halètements, poursuivit Hastings, tandis que Poirot confirmait encore de la tête. Hastings se concentra un moment avant de reprendre. Le bruit d'une chaise qui tombe. Une sorte de tintement métallique. Le bruit de la clé, j'imagine. Exact, fit Poirot. Continuez. Un cri, celui de Lucia. Elle appelait Sir Claude. Puis les coups frappés à la porte. Oh, attendez un moment. Tout au début, un bruit de soie qui se déchire. Hastings rouvrit les yeux. Oui, de la soie qui se déchire, s'écria Poirot. Il se leva, se dirigea vers la table bureau, puis traversa la pièce jusqu'à la cheminée. Tout se passe là, Hastings,
dans ces quelques instants d'obscurité. Tout. Et pourtant, nos oreilles ne nous disent rien. Il s'arrêta devant le manteau de cheminée et redressa machinalement les allumes-feu en papier dans leur vase. « Ah, de grâce, laissez ces satanés tortillons de papier tranquille, Poirot, maugréa Hastings. Vous êtes toujours à les tripoter. » Son attention soudain captée, Poirot retira sa main. « Que dites-vous » demanda-t-il. « Mais oui, c'est vrai. » Il regarda fixement le vase d'allume-feu. « Je me rappelle les avoir redressés il y a 1 heure à peine. Et maintenant, il faut encore que je les remette d'aplomb. » L'excitation le gagnait. « Eh bien, Hastings, pourquoi ?»« Parce qu'ils sont tordus, je suppose, » bâilla le capitaine. « Encore votre fichue manie de la symétrie. »« De la soie qu'on déchire !» s'exclama Poirot. « De la soie ? Non, Hastings, mon tout bon. Et pourtant, le bruit est le même. » Il fixa de nouveau les allumes-feu en papier et empoigna le vase qui les contenait. « C'est du papier qu'on déchire !» continua-t-il en s'éloignant de la cheminée avec sa proie. Son excitation se communiqua à Hastings. « Mais qu'est-ce qui vous prend ?» demanda ce dernier en bondissant sur ses pieds et en s'approchant de son ami. Planté devant le canapé, Poirot y avait renversé les allumes-feu et les examinait attentivement. De temps à autre, il entendait un à Hastings, en marmonnant entre ses dents. « En voilà un ! Ah, un autre !» Hastings dépliait les tortillons et les parcourait des yeux avec soin. « C19, N23 » commença-t-il à lire dans l'un d'eux. « Oui, c'est ça !» s'exclama Poirot. « C'est la formule !»« Mais c'est fantastique !»« Vite, retordez-les !» ordonna Poirot, ce que Hastings commença à faire. « Ah, que vous êtes lent, mon bon ! Vite, vite !» Arrachant les allumes-feu des mains de Hastings, il les remit dans le vase qu'il se hâta de reposer sur le manteau de cheminée. Abasourdi, Hastings vint le rejoindre. Poirot jubilait. « Ce que je fais là vous intrigue, hein ? Dites-moi, Hastings, qu'avons-nous ici dans ce vase ? » Des allumes-feu, pardi, répondit le capitaine, nuançant son propos de toute l'ironie dont il était capable. Non, mon bon ami, c'est du fromage. Du fromage ? Exactement, mon tout bon, du fromage. Un beau morceau de fromage. Dites-moi, Poirot, s'enquit Hastings, vous êtes sûr que vous vous sentez bien ? Vous ne souffririez pas de violentes migraines, par hasard ? Poirot ignora les sarcasmes de son compagnon. « À quoi utilise-t-on couramment du fromage, Hastings ? Je vais vous le dire. Comme appât dans une ratière. Nous n'attendons plus qu'une chose, à présent. Le rat. » « Et le rat ? » ?»« Il va venir, mon très cher, » assura Poirot. « Soyez-en certain. Je lui ai envoyé un message. Il ne manquera pas d'y répondre. » Avant que Hastings n'ait eu le temps de réagir à la déclaration sibylline de Poirot, la porte s'ouvrit et Edward Raynor entra dans la pièce. « Ah, vous êtes ici, monsieur Poirot, » constata le secrétaire. « Et vous aussi, capitaine Hastings. L'inspecteur Japp est en haut, à l'étage, et souhaiterait vous parler à tous les deux. »